Bourse française en pleine forme, les valeurs grimpent, les investissements reprennent dans l'industrie. La Lorraine, un an après, en attendant les nouveaux emplois promis, les sidérurgistes commencent à se reconvertir. Les ennuis s'accumulent pour Margaret Thatcher. En plus de la grève des mineurs et de la baisse de la livre, on l'attaque maintenant sur les Malouines. Rugby, une nouvelle aile pour le 15 de France-Écosse avec le retour de Pardo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décidément, l'affaire de l'assassinat du petit Grégory Villemain dans les Vosges devient de plus en plus mystérieuse. Et on peut se demander ce soir si elle n'a pas fait une nouvelle victime. Bernard Laroche, qui passait au début de l'enquête pour le suspect numéro 1, vient d'être lavé d'un premier soupçon. Ce n'est pas lui qui a écrit les fameuses lettres anonymes adressées aux parents de Grégory. Son avocat vient de révéler que le juge d'instruction avait acquis cette conviction au terme de nouvelles analyses graphologiques. Bernard Laroche a été remis la semaine dernière en liberté provisoire après 3 mois de prison préventive. Il a toujours clamé son innocence. Reste évidemment que le corbeau existe bien et que le mystère ne fait que s'épaissir. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. Et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille. Et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Et oui, Bernard Laroche a toujours nié, mais des expertises graphologiques l'avaient désigné comme le corbeau. Mais sa jeune belle-sœur l'avait accablé en détruisant son alibi. Et puis voici que Muriel s'est rétractée, et voici qu'un second groupe d'experts graphologues affirment aujourd'hui au juge Lambert que ce n'est pas Bernard Laroche l'auteur de ces différentes lettres anonymes qui menaçaient de mort le petit Grégory. En toute logique, par conséquent, le juge Lambert devrait être amené à prononcer un non-lieu en faveur de cet homme de 29 ans qui vient de passer 3 mois en prison et qui, surtout, a été regardé comme un monstre. Certes, il faut se garder aujourd'hui de mettre autant de précipitation à voir en Laroche une victime innocente qu'on en a mis à le regarder comme un coupable. Mais il n'y a plus aujourd'hui aucune raison objective, si tant est qu'il y en ait eu, de le soupçonner, lui en particulier. Maintenant, bien sûr, reste à découvrir le coupable. C'est à cette condition et à elle seule que Bernard Laroche pourra peut-être réellement jouir de sa liberté retrouvée. Les prisons françaises continuent de se remplir et même de façon inquiétante. Prévues pour accueillir 32 000 prisonniers, elles en comptent aujourd'hui plus de 43 000 selon le dernier chiffre fourni par le ministère de la Justice. Un nombre en augmentation de 1% depuis le début de l'année. Parmi ces prisonniers, un peu plus de la moitié sont des prévenus, c'est-à-dire présumés innocents jusqu'à l'issue de leur procès. Véronique Bonnet. En un mois, le nombre des détenus a progressé de 11%, passant de 42 900 début janvier à 43 400 début février. Ceux-ci se répartissent de façon égale entre prévenus et condamnés. Et ces chiffres sont préoccupants car la capacité d'accueil des prisons est de 32 000 personnes et qu'elle est largement dépassée avec les 43 000 prisonniers actuels. Seul moyen pour y remédier, si l'on ne construit pas de nouvelles prisons, réduire le nombre des prévenus. C'est justement ce que vise la nouvelle loi sur la détention provisoire, en application depuis le début de l'année. Si l'on prend l'exemple parisien, cette loi semble être efficace, puisque pour le mois de janvier 85, la moitié des mandats de dépôt ont fait l'objet d'une comparution immédiate, contre un tiers seulement en janvier 84. Il y a un an, la Lorraine était sous le choc de l'annonce de 25 000 emplois supprimés dans la sidérurgie. Quelques semaines plus tard, Laurent Fabius annonçait un plan pour créer 4 000 emplois dans les 3 ans et nommait un préfet délégué, Jacques Chérec, chargé d'aménager l'avenir de cette région. Alors, où en est-on aujourd'hui concrètement? Eh bien, les nouvelles entreprises annoncées sont en cours de construction, mais un certain nombre de sidérurgistes ont déjà réussi à se reconvertir. Marie-Claire Thiers l'a constaté en Lorraine. Jacques Chérec, préfet délégué pour la Lorraine, croit dur comme fer à la reconversion de sa région. Il multiplie ses visites sur le terrain pour stimuler les sidérurgistes qui souvent travaillent depuis l'âge de 13 ans et qui craignent ce retour à l'école. Quelqu'un qui n'a jamais soudé comme moi, c'est dur. Enfin, on espère quand même, à la fin du stage, arriver à quelque chose de bon. Mais le problème, c'est de retrouver du boulot au bout.
C'est un problème, oui et non, parce que la boîte où on travaille nous ont promis de nous reclasser, alors maintenant on leur fait confiance. Bah, si la formation elle est bonne, bah, je continuerai. Vous n'arrêterez pas à 50 ans comme vous avez le droit. 50 ans, ça fait jeune quand même. Je me vois mal arrêter à 50 ans. La mesure de la pré-retraite qui, pendant des années, a empêché des licenciements brutaux et qui, cet égard, avait un certain effet, est quand même un mal. C'est un moindre mal, mais c'est quand même un mal. Parce que s'habituer dans cette région à condamner à l'inactivité à partir de 50 ans, 45 ans pour les mineurs, les hommes et les femmes qui sont dans la pleine force de l'âge, je crois qu'une entreprise qui n'embaucherait pas de jeunes et qui dégagerait son personnel à partir de 50 ans est une entreprise qui est complètement mutilée. Et de brandir l'exemple de la reconversion. Regardez Pompey qui prend le virage. D'un côté les aciéries, de l'autre les nouvelles entreprises, comme l'atelier de barre de torsion pour la régie Renault. Avant j'étais au laminoir sud. Ça tourne encore pour le moment, mais c'est pas jusqu'à quand, quoi. Alors vous avez choisi la reconversion? Oui. C'est vous qui avez choisi? Oui, j'ai fait la demande moi-même, partir ici. Cet atelier a créé 30 emplois et en prévoit 90 à terme. On y fabrique déjà 2500 barres par jour. Mais les sidérurgistes espèrent que les difficultés de Renault ne compromettront pas leur reconversion. Autre exemple, la toute nouvelle usine de fabrication de boîtes de boissons, la première en France, encore en rodage, mais décidée à concurrencer l'Allemagne sur ce nouveau créneau en expansion. Une centaine d'emplois. On a eu énormément d'heures de formation et ensuite une adaptation aux machines même qui sont technologiquement très avancées. C'est une petite entreprise et on se connaît beaucoup mieux, disons. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change tout, ça change ma vie, totalement. Mais ces PME pourront-elles contrebalancer les emplois qui vont être massivement perdus? Combien de sidérurgistes sont-ils encore en stage qualifiant sans savoir ce qu'ils vont faire? On sait ce qu'on vaut. Bon bah, il y a toujours, vaut mieux en savoir plus que pas assez. Hein. C'est bien pour ça que j'ai demandé à repasser mon CAP, et de manière à toujours garder, parce qu'à force on oublie. Hein. Après vous allez retourner en sidérurgie là? À la fin du stage, oui. Donc c'est pas un stage pour changer de travail là? Bah, pour changer de travail, mais tout en restant dans la sidérurgie. Hein, j'ai encore pas, disons, choisi qu'est-ce que je pourrais, enfin, où je pourrais aller. Hein. Car bien sûr, nombreux sont les sidérurgistes de base qui gardent l'espoir tenace de faire partie, en fin de compte, de ceux qui restent. Le vice-président du Nicaragua, Sergio Ramirez, qui est arrivé hier à Paris au terme d'une tournée en Europe, rencontrait aujourd'hui Laurent Fabius. Il lui a demandé de faire pression sur l'administration Reagan pour que les États-Unis reprennent le dialogue avec le régime sandiniste de Managua. Ce dialogue est rompu depuis un mois et Washington ne semble pas décidé à le renouer. Si l'on en juge par ce qui s'est passé hier, la réunion qui devait avoir lieu à Panama entre le groupe de Contadora et les 5 pays impliqués dans les conflits d'Amérique centrale, cette réunion a été annulée. Frédéric Astou. Le groupe de Contadora comprend le Mexique, Panama, la Colombie et le Venezuela. Depuis janvier 83, il essaie de trouver une solution politique au conflit qui agite l'Amérique centrale. Pendant 2 jours, il aurait dû se réunir à Panama en présence des représentants des 5 pays impliqués dans ces conflits, comme le Nicaragua, pour examiner les modifications à apporter à un projet d'accord de paix déjà présenté par le groupe en septembre dernier. Mais hier, la réunion du sommet a été annulée et reportée en attendant que les conditions soient plus favorables, a précisé un porte-parole du groupe de Contadora. Il faut dire qu'un grave incident diplomatique oppose depuis le 24 décembre dernier le Nicaragua au Costa Rica. Selon les autorités de San José, le gouvernement sandiniste aurait violé le droit d'asile en faisant arrêter ce jour-là un jeune Nicaraguayen qui s'était réfugié à l'ambassade du Costa Rica à Managua pour échapper au service militaire. Depuis, le Salvador et le Honduras soutiennent le Costa Rica, qui fait du règlement de cette affaire un préalable à la reprise des discussions. Mais cela ne décourage pas les sandinistes. Le gouvernement de Managua continue de demander à dialoguer avec Washington, bien que les Américains aient eux-mêmes interrompu en janvier dernier les réunions de Manzanillo au Mexique, qui leur permettaient depuis 6 mois de rencontrer les représentants du Nicaragua. Porque si nosotros en este momento asumiéramos si nous adoptions la même attitude que celle des États-Unis, c'est-à-dire si nous refusions le dialogue, si nous refusions de chercher une solution d'entente,
Cela voudrait dire que nous pensons que la seule issue à la crise en Amérique centrale, c'est la confrontation. Cela voudrait dire, par conséquent, que nous devrions nous préparer à faire la guerre avec les États-Unis. Or, c'est une situation à laquelle nous ne voulons pas aboutir. Ce que nous voulons, c'est déboucher sur une solution négociée, une solution pacifique, afin de mettre un terme à l'agression contre le Nicaragua, comme nous l'avons toujours cherché. C'est ainsi qu'au cours de la visite que nous effectuons à certains pays européens, nous demandons à ces pays de nous aider à pousser les États-Unis à revenir à la table de négociation et à rouvrir le dialogue. Dur moment pour Margaret Thatcher. Sa cote est au plus bas dans les sondages, la grève des mineurs fait long feu et au moment même où le chef des mineurs en grève, Arthur Scargill, vient chercher un soutien en France, voilà qu'une nouvelle affaire tombe sur le dos du Premier ministre. Les travaillistes s'en prennent à son action pendant la guerre des Malouines, qui pourtant lui avait valu des records de popularité. Ils lui reprochent d'avoir menti à propos d'une action militaire dont on avait beaucoup parlé, le torpillage par la marine britannique du croiseur argentin Général Belgrano. Richard Tripot et Claude Guénaud. Voici l'homme par qui le scandale est arrivé, Clive Ponting, un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, soupçonné d'avoir communiqué des documents secrets à l'opposition travailliste. Des documents qui prouveraient qu'au cours de la guerre des Malouines, le gouvernement de Margaret Thatcher a fait détruire un navire argentin alors qu'il ne menaçait pas l'armée britannique. Ce navire, le croiseur Général Belgrano, avait coulé le 2 mai 1982, emportant avec lui plus de 360 marins. Margaret Thatcher, aujourd'hui, nie avoir menti et se retranche derrière le secret défense. Depuis qu'elle est Premier ministre, il y a tout juste 6 ans, tout avait souri à Margaret Thatcher. La chance était avec elle. L'année dernière, elle avait échappé à un attentat lors du congrès conservateur à Brighton. En politique intérieure, l'opposition travailliste se présentait divisée et affaiblie, incapable de l'inquiéter. La victoire dans la guerre des Malouines l'avait hissée au sommet de sa popularité. En politique étrangère, elle a un allié à la Maison-Blanche, Ronald Reagan, qui partage la quasi-totalité de ses vues. Et puis vint la grève des mineurs, qu'elle pensait facilement dominer. Un an après, la partie pour elle est loin d'être jouée. La bête noire de Margaret Thatcher, Arthur Scargill, est venu remercier la CGT pour l'aide apportée aux mineurs en grève à Noël, une aide de 20 millions de francs. Il est aussi venu voir comment pouvait s'approfondir cette solidarité alors que la grève arrive à 3 semaines de son premier anniversaire. Les mineurs, en effet, manifestent une certaine lassitude. Certains même ont repris le chemin des puits. Mais pour Scargill, le mouvement est encore très majoritaire. 80% des mineurs ont fait grève et sur ces 80%, 90 sont encore en lutte. C'est le combat le plus phénoménal jamais vu au monde, peut-être, pour s'opposer à la fermeture des puits et préserver l'emploi. Ce qui va se passer si la grève continue, ce sont les contribuables britanniques qui vont en supporter les conséquences. Ils ont déjà dû payer 6 milliards de livres. Les notes d'électricité vont augmenter de 20%. C'est la conséquence de la politique actuelle. Aussi important est le fait que la livre s'effondre, tandis que la Grande-Bretagne connaît la crise économique la plus grave depuis la guerre. La question de fond est de savoir combien de temps encore nous allons tolérer cette situation, à moins que les charbonnages acceptent de venir négocier et renoncent à massacrer l'industrie britannique. Si on y arrive, le combat pourra s'arrêter. La livre vaut aujourd'hui 1,10 $. Il y a 4 ans, elle valait 2,50 $. Margaret Thatcher explique que cette baisse est due à des facteurs extérieurs comme les taux d'intérêt américains ou le prix du pétrole. Elle ne convainc pas tout le monde. 1984 a certes confirmé la reprise économique et la baisse de l'inflation en Grande-Bretagne, mais le chômage, lui, a augmenté. Des marches pour l'emploi ont eu lieu et 88% des Britanniques estiment que dans ce domaine, la dame de fer n'a pas fait un bon travail. À l'opposé de M. Reagan, qui aux États-Unis a su relancer la croissance, Mme Thatcher n'a pas réussi à sortir son pays de l'ornière. Et c'est ça, malgré tout, la grande épine dans l'expérience de Mme Thatcher. Et pensez-vous que le Parti conservateur, dans son ensemble, la suive ? Non, il y a certainement beaucoup de tensions et de divisions au sein du Parti conservateur, justement autour de ce problème économique. Et probablement tout un courant conservateur qui s'était tu il y a quelques années, qui n'osait pas critiquer la tendance ultralibérale de Mme Thatcher, reprend incontestablement du poil de la bête et devrait
accroître son audience dans les mois qui viennent. Madame Thatcher espère être là encore dans 10 ans. Pensez-vous qu'elle a des chances d'être là encore dans 10 ans? Vous savez, avec ce genre de femme, avec ce genre de personnage, à nouveau, rien n'est joué. Simplement, la clé, le problème essentiel, c'est la situation économique. Et il est certain que, de ce point de vue-là, l'expérience de Madame Thatcher n'est pas convaincante. Et il faut, en tout état de cause, que si elle veut garder le pouvoir, que dans les mois qui viennent, elle prouve qu'elle est capable de faire repartir la machine économique britannique, et en particulier d'apporter un début de solution au problème du chômage. C'est là-dessus qu'elle sera jugée, sur l'économie et sur l'emploi. Au Japon, on reparle du chocolat empoisonné. Vous vous souvenez peut-être que depuis plusieurs mois, un groupe mystérieux qu'on appelle là-bas l'homme aux 21 visages dépose dans les lieux publics des chocolats contenant du cyanure. Il veut faire chanter le fabricant de ses confiseries et lui extorquer une rançon de plusieurs millions de dollars. Depuis quelques semaines, tout semblait calme, et puis voilà qu'hier, les chocolats empoisonnés ont refait leur apparition. Michel Vial. Arsenic et vieille dentelle au pays du soleil levant. Dernier avatar moderne du racket adapté à la société industrielle. Cela fait en effet plus d'un an qu'un groupe aussi mystérieux que provocateur, baptisé le masque aux 21 visages, défie, nargue et ridiculise toutes les polices nippones avec des colis de bonbons et chocolats tout simplement parfumés au cyanure de sodium. Jusqu'à présent, ces gâteries un peu insolites n'ont certes encore tué personne, mais elles ont réussi à mettre en difficulté l'un des géants japonais de la confiserie auquel elles sont adressées avec toute la publicité requise. Aujourd'hui, les Japonais, un peu inquiets, mangent moins de bonbons. La police, réputée pourtant l'une des plus efficaces au monde, ne cesse de piétiner malgré une mobilisation gigantesque. Pendant ce temps-là, le masque aux 21 visages n'a rien perdu de son impertinence ni de son mystère. Football, on a tiré au sort aujourd'hui les 16e de finale de la Coupe de France. 2 matchs vont opposer des équipes de première division. Bordeaux va affronter Lille et Metz, le tenant de la Coupe, rencontre Bastia. À noter aussi la rencontre Racing Club de Paris Red Star qui va rappeler des souvenirs aux nostalgiques des grandes équipes parisiennes. À noter également parmi les matchs qui seront sans doute très intéressants à suivre la rencontre entre Nice et Saint-Étienne. Les matchs allés seront disputés le 8 mars et les matchs retour le 12. En rugby, il n'y a pas que les Français à qui le froid cause des problèmes. La rencontre Pays de Galles-Angleterre qui devait avoir lieu samedi à Cardiff a été reportée pour cause de pelouse gelée. En revanche, pas de problème pour France-Écosse samedi au Parc des Princes. Le match aura bien lieu. Et les Français qui espèrent faire oublier leur match nul en Angleterre il y a 15 jours ont voulu tout changer dans leur équipe pour augmenter leurs chances. En fait, comme nous l'explique Dominique Champeau, un seul homme a fait les frais de l'opération dans les lignes arrières, c'est l'Agenais Bernard Lavigne. Son successeur s'appelle Laurent Pardo et il joue à Montferrand. Faute d'avoir su vendanger l'anglais, on a tout bonnement sacrifié la ville. Comme les vieux dictons, les humeurs d'un comité de sélection sont souvent d'une logique implacable. C'est à l'aile droite que l'on a posé les responsabilités de l'échec, c'est donc là qu'il s'agissait de colmater. Le forfait de Jérôme Bianchi ayant étouffé une affaire Blanco, l'histoire a fait au moins 1 euro. Laurent Pardo, à qui l'idée de se plaindre n'est pas venue un seul instant. Pourtant, lui aussi pourrait nourrir des états d'âme. Il se sent 3/4 centre de vocation, mais tout à fait prêt à saisir sa chance. Bien évidemment, le poste de 3/4 centre est un poste que je connais mieux, parce que j'y ai joué quand même beaucoup plus souvent. Mais enfin, le poste d'ailier ne me déplaît pas. J'ai fait pratiquement toute ma carrière internationale à l'aile, ou à gauche, ou à droite. Et je crois que, bien au contraire, pour y jouer de temps en temps, je pense que c'est pour moi une motivation supplémentaire. Et c'est un rôle que j'apprécie bien. En réserve du tournoi depuis 3 ans, peu lui importe, à dire vrai, la porte par laquelle il fera sa rentrée. 3 années en stand-by, de Bayonne à Montferrand, en passant par l'Espagne, sa carrière a déjà fait tant de détours que lui a pris le parti d'aller au plus court et au plus loin. Au plus vite aussi, car Pardo, rugbyman pressé, veut rattraper les essais perdus. Tennis, Noah a plus de chance en double qu'en simple. Éliminé hier aux internationaux de Delray Beach aux États-Unis, il a remporté aujourd'hui avec Henri Lecomte un quart de finale du double en battant les Suédois Edberg et Jarid en 3-7. Et puis en basket, la France battue par la Bulgarie cet après-midi, 76-77. Ses chances sont compromises maintenant pour se qualifier en phase finale du championnat du monde 86 qui se déroulera en Espagne.
Enfin, au championnat du monde d'échecs qui se dispute en ce moment entre Karpov et Kasparov à Moscou, eh bien, le match vient d'être interrompu à l'issue de la 48e partie. La Fédération internationale explique que Karpov n'est pas en état nerveux n'est pas en bon état nerveux pour continuer cette partie. Les esprits chagrins murmurent que peut-être les autorités soviétiques qui soutiennent Karpov n'encaissent pas bien qu'il soit en ce moment en train de se faire grignoter son avantage par Kasparov. Beau fixe et même coup de soleil sur la météo financière. En France, les valeurs françaises ont battu des records aujourd'hui. Et dans le même temps, on note une nette reprise des investissements dans notre pays. Quant au dollar, nous commencerons par là, il a marqué une petite pause. Henri Loret. Et oui, après plusieurs jours de hausse ininterrompue, le dollar marque le pas, sous l'effet sans doute de prise de bénéfices. Pour Ronald Reagan, ce n'est d'ailleurs pas le dollar qui est fort, mais les autres monnaies qui sont faibles. Le dollar a coté exactement 10 francs 0,51 à Paris aujourd'hui. L'événement, c'est la bourse de Paris qui a eu lieu en France, puisque toujours en hausse, la bourse a crevé le plafond symbolique des 200 points à l'index des agents de change. Pour la Saint-Valentin, les valeurs françaises, disons à la bourse, avaient la cote d'amour. À New York, Wall Street a encore buté 3 fois sur le niveau 1300 pour l'indice Dow Jones. Le seuil a été dépassé comme hier, mais en fin de séance, on était revenu à un niveau plus modeste de 1293. Alors finalement, c'est une excellente nouvelle que les valeurs françaises montent, et ça fait un bout de temps qu'elles grimpent. Ça fait un moment qu'elles grimpent. Vous savez, en 82, l'encéphalogramme de la bourse était plat. Et puis en 83, brutalement, la bourse a gagné plus de 50% dans l'année. Alors pourquoi? Eh bien d'abord, essentiellement parce que les valeurs refuges comme l'or et l'immobilier n'étaient plus des valeurs intéressantes pour les investisseurs. La loi Quillot, d'une part, avait découragé les investisseurs à placer dans l'immobilier, et puis la levée de l'anonymat sur l'or avait découragé les gens à placer de l'argent dans l'or. En 83, oui, c'est ça. En 83, en 84, la bourse a poursuivi, mais à un rythme un petit peu moins fort, évidemment. Elle a augmenté de 16,5%, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et en 85, on s'aperçoit que la bourse est repartie très fort. Alors, vous allez me dire pourquoi elle est repartie si fort? Elle est repartie si fort parce que, vous l'avez vu, la situation économique de la France, qu'on le veuille ou non, s'améliore dans les entreprises notamment. Les entreprises qui ont retrouvé des marges qui sont équivalente à celle de 73, c'est vieux. Et l'investissement industriel, vous l'avez dit tout à l'heure, est en nette progression, 4,1% l'année dernière. La croissance est plus forte qu'on ne l'avait espéré, 2,1%. Et d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas oublier que l'effet dollar, lui aussi, joue, puisque certaines valeurs de portefeuille, vous savez, sont équilibrées en valeurs étrangères et en valeurs françaises. À chaque fois que le dollar monte et que ces valeurs sont libellées en dollars, eh bien, la part des valeurs en dollars augmente, il faut rééquilibrer avec les valeurs françaises, et on investit. On investit en valeurs industrielles, on investit en valeurs françaises, et comme à l'heure actuelle, de surcroît, la fiscalité est extrêmement avantageuse pour les investissements industriels, pour l'épargne industrielle, eh bien tout ça vous explique que la bourse marche fort et qu'il n'y a pas de raison, a priori, surtout si ça continue de monter partout, et notamment à Wall Street, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'assez bons résultats également pour ceux qui ont joué le quartet dans l'ordre aujourd'hui. Si vous avez touché le 12, le 13, le 9 et le 2, vous gagnez 20 932 francs pour 5 francs dans l'ordre, et dans un ordre différent, 915 francs pour 5 francs également. Le temps demain, une bande de pluie s'étendra sur la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté et la Savoie. Dans toutes ces régions, la pluie risque de former du verglas. Partout ailleurs, des nuages et des éclaircies, et puis en fin de journée, de la pluie sur les Pyrénées et de la neige au-dessus de 2500 mètres. Demain soir, nous avons rendez-vous à 23h05. Pour le moment, nous retournons au cinéma sur FR3 avec un film au climat étrange d'Alain Schwarstein. Nous nous sommes rencontrés dans un autre rêve. Passez une très bonne fin de soirée sur la 3. À demain, et avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory, Bernard Laroche n'est pas le corbeau, ce n'est pas lui qui a écrit les lettres. Du mieux pour l'économie française, les investissements reprennent et à la bourse, les valeurs continuent de grimper. De nouveaux ennuis pour Margaret Thatcher, mise en cause maintenant à propos de la guerre des Malouines.